Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que la Fédération israélienne de football va être suspendue par la FIFA et l'UEFA de toute activité footballistique? C'est une question qui revient assez souvent, notamment avec la Russie, où on évoque un potentiel double standard, puisque la Fédération de Russie a été suspendue 4 jours après le début de la guerre. Et aujourd'hui, on a un débat de plus en plus vif, puisque plusieurs experts rattachés à l'ONU ont demandé aux institutions footballistiques de prendre des décisions. Dans le même temps, pour la première fois, on a une fédération affiliée à l'UEFA, en l'occurrence la fédération turque, qui a demandé également une suspension pour Israël. Ajoutez à cela la diplomatie sportive du Qatar, qui s'est mise en branle depuis les attaques survenues sur son sol. Je tiens à rappeler qu'auparavant, le Qatar n'avait pas agité réellement son lobbying en coulisses réclamant une suspension d'Israël. En tout cas, désormais, ils l'ont réalisé principalement à l'UEFA. Et on parle ces prochains jours d'un vote potentiellement du comité exécutif de l'UEFA pour décider ou pas d'une suspension d'Israël. Un tel vote qui devra, si jamais il était positif, être ratifié par la FIFA. Et là, on arrive au grand jeu géopolitique du football international. Parce que d'un côté, vous avez une FIFA, et notamment son président, Gianni Infantino, très proche de Donald Trump, mais également du gouvernement israélien, comme on va pouvoir le montrer tout à l'heure, avec également cette rivalité interne entre l'UEFA et la FIFA, et plein d'acteurs footballistiques et également étatiques au milieu. Donc embarquez avec moi pour comprendre si Israël peut ou va être suspendu par les instances footballistiques. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit peu de droit et surtout on va simplement lire les statuts de la FIFA pour voir si la Fédération israélienne de football peut être suspendue. Alors, au risque de vous décevoir, il n'y a aucun article relatif à une guerre et je dirais même, je n'ai pas trouvé un seul article dans le code d'éthique, dans les statuts à tous les niveaux, expliquant que s'il y a une destruction d'infrastructures sportives, cela pourrait engendrer la suspension d'une fédération. La FIFA qui se réclame toujours apolitique, c'est pour ça qu'elle parade toujours au G20 et également à l'ONU, c'est vrai, c'est très apolitique, on le connaît, elle n'a rien à ce sujet-là. On peut comprendre quelque part, parce que ça reste l'institution mondiale du football et pas d'autre chose. Néanmoins, il y a quand même plusieurs articles qui pourraient potentiellement expliquer et entériner une suspension. La première, c'est que la FIFA s'est conformée à respecter les droits de l'homme au niveau international. Et je dis bien se plier, à se conformer à cela. Or, vu les rapports onusiens, en effet, il pourrait avoir une faille là-dessus et une potentielle suspension. Dans le même temps, il y a un autre article, alors bon, ça, ce n'est jamais respecté par la FIFA, qui explique qu'évidemment, elle lutte contre le racisme, contre toute forme de discrimination, contre un peuple, certains individus, des personnes privées, etc. Et tout. Bon, là, même dans l'article, on sait que ça peut amener jusqu'à une suspension. On se rend bien compte que normalement, ce n'est jamais appliqué. Et bien surtout, il y a un point et dans lequel la Fédération palestinienne de football a essayé de s'engouffrer depuis des années maintenant, expliquant qu'aucune fédération et club affilié à cette fédération n'a le droit de jouer sur un territoire d'un autre membre affilié, sauf s'il a une lettre d'approbation. Or, vous vous doutez bien que ce n'est pas la Fédération palestinienne de football qui va signer une lettre expliquant que certains clubs israéliens auraient le droit de jouer sur ces territoires. Or, si on prend en 2024, un rapport de l'ONU explique que 8 clubs israéliens évoluent sur des territoires qu'elle explique occupés. Ce point très particulier a été soulevé à de nombreuses reprises par la Fédération palestinienne de football qui, on le rappelle, a engendré des plaintes au niveau de la FIFA, des plaintes qui sont toujours retardées avant d'être jugées. Mais ça, on y reviendra après, parce que vous allez vous dire, mais attendez, vu ces arguments-là, pourquoi la fédération russe a-t-elle été suspendue? Ce n'est absolument pas une décision politique, hein, loin de là. Et je vais même aller plus loin. Alors oui, c'est, on va dire, une conséquence de la guerre, mais la FIFA ne suspend pas la Russie à cause de la guerre en Ukraine. La FIFA suspend 4 jours après le début des hostilités la Russie parce qu'il y a plus de 40 fédérations à travers le monde qui menacent de boycotter la Russie. C'est simplement une histoire de politique interne. La FIFA et l'UEFA ont fait un communiqué commun. Ils ne se basent sur aucun texte de loi, aucun statut. Ils expliquent que non, voilà, suspension, etc. D'ailleurs, ils vont condamner l'usage de la force de la Russie en Ukraine. Et ça n'a pas été si évident que ça, parce que je rappelle que la Russie et l'UEFA, c'est une histoire d'amour, notamment à travers le contrat de Gazprom qui était de plusieurs dizaines de millions de dollars par année. Dans le même temps, on rappelle que Gianni Infantino, lui, avait été décoré par Vladimir Poutine, et cette fameuse Coupe du Monde en Russie en 2018. Donc la FIFA et l'UEFA étaient très amis avec l'argent des oligarques russes notamment. Donc ça n'a pas été une décision facile, hein, loin de là. Le problème, c'est que d'un coup, quand tu as à peu près une quarantaine de fédérations qui te menacent, non, mais en gros, on ne veut pas jouer contre la Russie, c'était s'exposer à une grave crise interne et potentiellement à perdre des votes pour la réélection, que ce soit du président de l'UEFA et du président de la FIFA. Donc la suspension de la Russie, elle s'est décidée surtout pour des questions électorales internes et une tambouille interne, et non pour un outrage ou pour une véritable guerre. Donc c'est le comble de l'hypocrisie, du cynisme, évidemment, sachant que l'UEFA et d'autres organisations
avait organisé un fonds spécial pour aider le football ukrainien. Et croyez-moi qu'entre la somme qui avait été annoncée et celle reçue, acheminée au bout pour les clubs, elle avait été réduite à peau de chagrin. Donc, où est passé l'argent au milieu? Il s'est mystérieusement volatilisé. Alors c'est une énième affaire potentiellement de corruption et de détournement, mais c'est pas grave, faut rien dire, hein. On veut rester sur l'affiche, on a donné tant, regardez, on est en faveur des victimes, etc. On va aider le football ukrainien. Bon, ça pose beaucoup de questions, je n'ai pas tous les détails d'où est passé l'argent, mais ce serait intéressant un jour d'aller plus loin. Dans le même temps, l'UEFA avait essayé l'année dernière d'intégrer de nouveau les équipes nationales russes jeunes. Elle a obtenu d'ailleurs une fin de non-recevoir, parce qu'en fait, l'immense majorité des fédérations affiliées à l'UEFA étaient contre. Donc ça, c'est pour fermer la parenthèse russo-ukrainienne. Intéressons-nous maintenant au cas d'Israël et de la Palestine. Donc la Fédération palestinienne de football avait déjà dans le passé demandé la suspension d'Israël. Là, elle a de nouveau fait cela en envoyant plusieurs dossiers à la FIFA, de plaintes notamment, je crois que c'est au niveau d'éthique ou de discipline, j'ai un petit doute à ce sujet-là, en se basant principalement sur l'article que je vous disais, sur le fait que certains clubs israéliens évoluent sur son territoire, et donc il n'y a pas cette fameuse lettre, évidemment, comme vous dites, de la Fédération palestinienne qui autoriserait cela. Évidemment, on parle de la dégradation des structures sportives. Alors, on a une pensée évidemment au stade de Yarmouk, qui était le plus grand stade à Gaza, notamment il servait pour l'athlétisme, il avait aussi une utilité footballistique. Alors aujourd'hui, je crois qu'il sert pour des gens qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de toit, mais auparavant, l'armée israélienne s'en était même servie. Donc ils ont parlé de ça, bien évidemment de tous les morts, plus de 400 footballeurs palestiniens ont trouvé la mort dans cette guerre. La fédération tient un recueil à ce sujet-là, sachant que je crois qu'on a entre 700 et 800 athlètes palestiniens au total tués depuis le début de cette guerre. Donc on évoque tout cela avec également d'autres articles. Et pour accentuer cette pression, on a la Jordanie qui est le premier pays à soutenir, du moins la fédération de Jordanie, qui est la première à soutenir ardemment la fédération palestinienne. Pourquoi? Parce que c'est un homme au début, c'est le prince Ali, qui est donc à la tête de cette fédération. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la Jordanie, c'est peut-être l'une des meilleures fédérations en termes de transparence. Pourquoi? Parce que le prince y regarde, et vous avez même la reine qui regarde. Et croyez-moi que le programme de football féminin, alors, il y a plein d'autres pays dans la zone qui n'en ont rien à cirer, eux, ils ont bien fait. Hein, et croyez-moi qu'un sou, il a été utilisé au final, hein, parce que bon, on avait une pression politique, et donc, globalement, c'est une fédé, on va dire, sur l'anticorruption qui est pas mal. Par contre, et c'est là où c'est exceptionnel, c'est que le prince Ali qui s'était présenté à l'époque comme Infantino le voit comme un énorme rival. Donc, tout est fait pour essayer de l'affaiblir. Il y a cette inimitié tenace entre les deux hommes. Rendez-vous compte que le bureau régional, il était à Amman en Jordanie. Avec Infantino, on l'a déplacé pour le mettre aux Émirats. Ce qui était un signe absolument clair que tout ce qu'on peut faire pour affaiblir le prince, on va le faire. Sachant que ce prince aussi, il avait financé d'autres actions caritatives également pour les droits humains dans le sport sans que ça se sache médiatiquement. Donc il a fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Et c'est lui qui a soutenu principalement les requêtes palestiniennes footballistiques. Il y a également la fédération du Yémen, de l'Irak, de l'Algérie. Il y a au moins une dizaine de fédérations, principalement dans le monde arabe, et également la Confédération asiatique de football, qui soutenaient et qui faisaient du poids diplomatique pour accentuer ces demandes. Donc on en avait parlé lors du congrès de la FIFA en 2024, lors du dernier, pas un mois à ce sujet-là, et comme je vous l'ai expliqué, la FIFA ne fait que retarder. Et ça nous rappelle un autre dossier, de l'époque de Blatter. Sachant que Blatter, je le rappelle, c'est celui qui restera pour beaucoup comme le président de la FIFA sous son mandat où la Palestine a obtenu son statut de membre affilié à la FIFA. Et vu que Infantino, je le répète, a une vision très manichéenne, oh, Blatter c'était Palestine, moi voilà, je me mets contre l'ancienne FIFA. On reviendra un peu plus tard sur le côté grotesque du personnage. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'à l'époque, la Fédération palestinienne de football avait déjà demandé une enquête et potentiellement une suspension de l'activité footballistique d'Israël. Une task force avait été nommée au sein de la FIFA qui était dirigée à l'époque par Constant Omari, qui était donc le président de la Fédération congolaise de football et également vice-président de la Confédération africaine de football. Il y avait plusieurs pontes du football international à ce sujet-là, et selon mes informations, ces derniers avaient conclu, de manière unanime, à une suspension des activités footballistiques d'Israël. Donc, ils remettent le dossier au président. Et puis Blatter n'annonce rien. Pas de suspension finalement, volte-face, sans qu'aucune explication n'ait été donnée alors qu'un travail avait été réalisé à ce sujet en disant que, en effet, Israël aurait dû être suspendu. On m'a répondu en interne, politique. D'accord, soit ainsi. Par contre, ce qui est très intéressant, et sinon on va voir le lobbying israélien en matière footballistique, c'est que quelques mois, quelques années plus tard, certains membres de cette task force-là ont reçu une petite visite de gens liés à des organisations juives, de certains rabbins ou autres, ou des hommes d'affaires, ou des gens qui étaient déjà dans le foot, liés à Israël, en disant, bah voilà, on espère votre soutien, etc., de manière très diplomate, de manière très fine, de manière très souriante. Et ça,
On l'a vu, notamment en Afrique, et c'est là où on voit toute la machine de lobbying israélien à travers le football. Et bien évidemment, ils ont ciblé les bonnes personnes en utilisant évidemment ce côté des fois grotesque et très simpliste, un peu manichéen de certains dirigeants du football mondial qui adorent en plus politiser les choses, à l'image du président Gianni Infantino. Bien évidemment, Infantino a aussi rencontré les dirigeants de la fédération palestinienne à de multiples reprises et explique souvent dans ses discours qu'il a une pensée émue pour les mamans de Gaza. Il l'avait notamment expliqué lors du congrès de la FIFA 2024 à Bangkok. Et ça avait énormément choqué son discours parce que donc il dit qu'il faut se recueillir pour les mamans à Gaza, pour les souffrances, etc. Et moins d'une minute plus tard, il était tout sourire en disant qu'il fallait augmenter le nombre de matchs et que ça allait être génial d'avoir une Coupe du Monde à plus d'équipes. Ce qui avait choqué évidemment, c'est qu'il n'y avait pas eu de transition, c'est oui, bon, les mamans de Gaza pour l'image, et puis direct, il faut plus de matchs, etc. Et tout. Donc il y a un côté grotesque qu'on a vu également à Kuala Lumpur lors du congrès de l'AFC, la Confédération asiatique de football, où son plan, et c'était déjà un peu le cas à Bangkok aussi, c'était de convaincre la fédération palestinienne de faire le match de la paix avec ses homologues israéliens. Et vous avez bien entendu, c'est-à-dire que lui, son plan, il avait tenté, lors d'un congrès de la FIFA également à l'AFC, c'était de convaincre tout le monde, les Israéliens et les Palestiniens, de jouer un match, parce que lui, son but, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix. Et ce que je vous dis, c'est sérieux, donc évidemment, c'était une fin de non-recevoir, mais c'est là où vous voyez un petit peu le degré de mégalomanie. Dans le même temps, Israël a accentué son lobbying sportif, principalement footballistique, à travers ses liens notamment en Amérique du Sud. Rappelez-vous, l'année dernière, on est en 2024, et la CONMEBOL, qui est donc la Confédération d'Amérique du Sud, signe un accord de coopération avec la Fédération israélienne de football. Alors réellement, c'est pas ça qui va changer grand-chose, on le sait, ces accords-là, c'est plus de l'image qu'autre chose. Néanmoins, c'est significatif puisque ça avait été corrélé un petit peu auparavant par une visite du président de la CONMEBOL, le Paraguayen Dominguez, en Israël. Il avait rencontré notamment Netanyahou, suite évidemment au rapprochement entre les deux pays avec cette décision de mettre l'ambassade à Jérusalem. D'ailleurs, on l'a vu encore récemment à l'ONU, le président paraguayen était avec Netanyahou. Donc il y a des liens très forts aujourd'hui entre le Paraguay et Israël, et c'est Dominguez, le patron de la CONMEBOL aussi, qui avait été envoyé directement en Israël rencontrer Netanyahou en lui promettant qu'il allait ramener Messi, les équipes jeunes argentines, etc. Ça, on était en septembre 2023. Mais surtout, le lobbying israélien peut compter sur Gianni Infantino, le président de la FIFA. C'était d'ailleurs l'un des anciens responsables du foot israélien qui le disait, M. Louzan, en expliquant qu'Infantino était un ami d'Israël et qu'avec lui à sa tête, il serait beaucoup plus compliqué d'imposer des sanctions à la Fédération israélienne de football. Il explique plein de choses à ce sujet et on se rappelle des certaines visites d'Infantino en Israël. Je vais quand même en rappeler une puisqu'il avait notamment célébré un ambassadeur américain en Israël. Il avait eu plein de déclarations et notamment une surréaliste en expliquant, globalement en marge des accords d'Abraham, que ce serait magnifique et pourquoi pas rêver qu'Israël accueille la Coupe du Monde avec d'autres pays arabes, incluant les Palestiniens. Alors certains trouveront ces remarques un petit peu grotesques. Comme je vous le dis, c'est très manichéen et simpliste Infantino. Blatter, c'était plus l'ancien, moi je me mets un peu de l'autre côté, etc. Il y a beaucoup de querelles et d'inimitiés et une vision politique, qui est la sienne, même si je le répète, il rêve du prix Nobel de la paix et bien sûr d'un jour d'être secrétaire général des Nations Unies. Ce qui est très intéressant par contre, c'est que pour ces fameux accords d'Abraham qui donc normalisaient les rapports entre Israël et différents pays arabes, selon une lettre du président de la Fédération israélienne de football, Gianni Infantino a eu un rôle significatif. Alors il va falloir m'expliquer en quoi le président de la FIFA peut avoir un rôle sur des accords politiques aussi importants, comment il est arrivé, par quel parti, etc. Mais ça montre quand même son importance clé à ce sujet-là. Et d'ailleurs, on l'avait rappelé, on avait dit notamment le football et certains accords, notamment entre la fédération israélienne et émirati, pour mieux faire passer ces gros accords et ces chamboulements, on va dire, au niveau géopolitique. Je le répète, le football, c'est des gens qui courent derrière un ballon, mais lorsqu'on veut faire passer une décision, c'est toujours plus doux avec du beautiful game derrière. Donc comme on le voit, on a une fédération israélienne de football qui peut compter sur de puissants soutiens au sein même des dirigeants du football mondial, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a pour la fédération palestinienne de football? Je vais quand même rappeler quelque chose parce que les gens sont peut-être pas au courant, mais le président de la fédération palestinienne de football, c'est l'une des plus hautes personnalités historiques du Fatah, M. Rajoub, qui avait été incarcéré, je crois, une quinzaine d'années en prison, parce qu'il avait notamment participé au lancer d'une grenade sur un bus israélien lorsqu'il était jeune. Ensuite, donc, il était devenu dans la politique, c'était l'un des hommes de base de Yasser Arafat notamment. C'est quelqu'un qui avait été suspendu également ces dernières années par la FIFA suite à ses déclarations qui inciteraient à la haine. Et c'est vrai qu'il a eu de nombreuses déclarations assez polémiques là-dessus. Lui-même, d'ailleurs, ne cachait pas que le sport est aussi un moyen donc, pour la Palestine d'exister, donc toute la notion politique du sport à ce sujet-là. C'est quelqu'un en tout cas qui dirige la fédération, qui a évidemment quelques appuis aussi ici et là, ça fait très longtemps qu'il est là, il était même dans le comité olympique palestinien, mais on va être très honnête, il n'a pas énormément de soutien chez les autres présidents de fédération. Certains l'aiment beaucoup, notamment dans le monde arabe,
mais il n'a pas, on va dire, les pontes du mouvement footballistique avec lui. Or aujourd'hui, c'est une question d'appui, c'est une question de lobbying avant tout. Comme vous l'avez vu, c'est pas tellement une question de droit. Déjà dans les statuts, c'est un petit peu compliqué, et même lors des précédentes suspensions, on peut remarquer que les statuts, la FIFA les utilise très peu, or parfois lorsqu'ils ont envie de suspendre quelqu'un, notamment pour ingérence politique. Je tiens également à souligner que la Fédération d'Arménie et d'autres personnes avaient appelé à une suspension de l'Azerbaïdjan suite à la guerre dans le Haut-Karabakh qui avait également décimé des footballeurs et des infrastructures sportives. Or, je tiens à rappeler que l'Azerbaïdjan, principalement à travers son contrat SOCAR, donc sa grande entreprise notamment gazière vis-à-vis de l'UEFA, avait des liens très forts au niveau des instances footballistiques internationales. On n'a jamais eu de suspension. Pareil pour le Rwanda, malgré les déclarations, malgré les volontés de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Déjà, la Fédération congolaise de football n'a jamais demandé, par suspension, une enquête à ce niveau-là. Donc on l'a bien vu, on a des exemples où il n'y a jamais eu de sanctions. Si j'étais même un peu taquin, pourquoi l'Arabie Saoudite n'a pas été suspendue lors des bombardements au Yémen à un moment donné? Bref, on pourrait revenir sur plein d'autres conflits à travers le monde, la Birmanie ou que sais-je encore. On remarque que la FIFA agit très peu. Et lorsqu'elle agit, c'est par lobbying. Or là, ce qui a tout changé en fait, c'est le Qatar. Et c'est même pas le Qatar à la FIFA, c'est le Qatar à l'UEFA. Je vous en parle depuis très longtemps. L'UEFA et le Qatar, on va simplement dire que ce sont des très bons copains. Ils s'entendent très bien. Notamment, M. Seferin, son président. Or, évidemment, Nasser El Khelaifi, qui est président de l'ECA, on le rappelle, et qui donc siège au comité exécutif de l'UEFA. Le comité exécutif de l'UEFA, c'est 16 présidents, 2 dirigeants de l'ECA, 1 dirigeant des ligues européennes et Seferin, donc ça fait 20. Donc là, ils ont accentué la pression suite aux attaques israéliennes sur le sol qatari. Je tiens à rappeler qu'auparavant, le Qatar n'avait pas insisté là-dessus, c'est très important quand même. Et donc, vu que maintenant le Qatar a agité au niveau politique, ça nous rappelle le dossier russe. Quand plus de 40 fédérations, ils n'en jouera pas. Là, on sent que ça peut être compliqué parce qu'on peut perdre un soutien de poids au niveau de la politique interne. Donc, de fait, il est attendu un vote du comité exécutif de l'UEFA. Donc, il va falloir que ce vote, il y ait au moins 11 personnes sur les 20 qui votent en faveur d'une suspension d'Israël. Sachant qu'au milieu, on a le président de la fédération israélienne, mais on a également certains présidents de pays qui ont exprimé leur soutien à la Palestine. On pense à l'Albanie, à la Norvège, à l'Espagne, et je crois que j'en ai oublié un, peut-être l'Arménie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va voir ce que ça peut donner, sachant qu'il y a Nasser et d'autres personnes. Et si jamais le vote est positif, ce dernier doit être ratifié par la FIFA. Et c'est là on va arriver sur un couac intéressant. C'est que je tiens à rappeler que l'administration de Trump a déclaré qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher une suspension d'Israël potentiellement pour jouer les qualifications de Coupe du Monde qui, je le rappelle, se tiendront aux États-Unis l'année prochaine. D'ailleurs, petite parenthèse, les États-Unis ont quand même annoncé que s'ils veulent, ils pourront changer, mais imaginez quand même le degré de folie dans lequel on est. Ils ont dit oui, s'il y a des problèmes sécuritaires, ça ne se déroulera pas dans telle ville, la Coupe du Monde, on va changer les villes. Ce qui est complètement impossible selon les règlements FIFA. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire une telle déclaration. On a une FIFA complètement silencieuse que Gianni Infantino est fasciné par Donald Trump. Mais quand je dis fasciné, c'est pire que ça. Lors du dernier congrès annuel de la FIFA, c'est l'assemblée la plus importante de l'année donc pour la FIFA. Infantino était en retard d'1 ou 2 heures parce que monsieur était avec Donald Trump avant, en tournée, etc. Il a une fascination pour lui, vous avez vu le cirque grotesque de la Coupe du Monde des clubs, la réplique trophée dans le bureau, etc. Bref, c'en est presque à pleurer tellement c'est ridicule. Néanmoins, que va faire Infantino, sachant que la FIFA doit ratifier? Or, ce dernier, si on peut dire qu'il a une seule idéologie, c'est qu'il a fond derrière Trump. Il adore tout ce qui est grand leader, un peu comme ça. Il a aussi une fascination pour Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Il l'avait également pour Vladimir Poutine en Russie. Donc, et pour Paul Kagame, bien sûr, au Rwanda. Donc là, c'est une vraie question. Est-ce que la FIFA va suivre l'administration Trump si jamais l'UEFA vote pour une suspension d'Israël? Ou est-ce qu'il va y avoir un autre conflit, sachant qu'on le rappelle, entre Seferin et Infantino, donc entre l'UEFA et la FIFA? Même si devant on se fait des mamours, si derrière on peut se mettre des petits couteaux dans le dos, voir le dossier de la Super League, on va le faire. Donc c'est une véritable question, et plus que jamais, la politique mondiale est au centre pour des affaires footballistiques, avec bien évidemment son lot de nuances. Vous avez vu d'autres acteurs, notamment le Paraguay, en ce qui concerne le football. Pour tous ceux qui s'intéressent à cette politique, cette géopolitique du sport international, je rappelle que j'ai écrit notamment les industries du foot. Alors il y a 1, 2, 3, là je vous ai montré le 1 et le 2, FIFA criminalité politique, Macron, l'Afrique, la FIFA, etc. Là-dedans, vous avez tout, vous comprenez un petit peu mieux toutes ces relations-là et voir qu'en fait, une simple histoire de ballon rond peut avoir également des répercussions au niveau international. J'espère en tout cas que ça vous permet d'y voir plus clair. Et sur ce, keep the faith.